Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau forum. Après le coup d'État du 5 septembre en Guinée, quelle architecture institutionnelle pour la continuité de l'État, gouvernement d'union ou de combat et de quelle durée sous la pression et les sanctions de la communauté internationale? Bref, quelles sont les conditions d'une transition réussie en Guinée? Nous en parlons avec Louis Magloire Kemayo. Il est journaliste. Il nous fait l'honneur d'être au plateau une fois encore. Monsieur Kemayo, bonjour. Bonjour. Journaliste, merci de l'invitation. Vous avez été directeur de l'information de la chaîne Télé-Sud, correspondant également de plusieurs médias camerounais par le passé en France, ancien correspondant de BBC Afrique aussi, de Radio Vatican. Louis Magloire Kemayo, vous êtes par ailleurs président de l'association de la presse panafricaine APA, qui est devenue le club de l'information africaine. Tout à fait. Et puis c'est pas terminé. Le CV est encore plus long. Vous êtes écrivain. Vous avez notamment écrit sur le Togo, une démocratie en chantier. En construction. Une démocratie, oui, disons, en construction, c'est le terme exact, avec Jean-Paul Agbo-Akwelete. Vous êtes d'ailleurs à Lomé dans le cadre de la préparation d'un deuxième ouvrage. Tout à fait, dans la suite du premier, parce que le premier portait sur la vie politique du pays. Il faut un deuxième, il faut une suite à cela qui ne sera pas que politique, il faut également le volet économique. Et c'est pour cette raison que celui-là, on va pas tout détailler, mais bon, ça donne déjà une piste. Il y a une suite logique qui devait accompagner le premier livre, et je suis là pour cette suite. Vous pensez que le Togo, sur le plan économique, a fait de bons progrès ces dernières années? Je crois que le Togo revient de loin, parce qu'il ne faut pas oublier les sanctions économiques que le pays a subies, d'abord en 93 et après à la suite de l'Union européenne, et ensuite celles qui ont suivi la réforme constitutionnelle pour permettre pour changer la constitution de 1992. Donc il y a eu un train de sanctions qui a énormément nui à la vitalité du pays, qui a nui également au niveau de pauvreté qui commençait déjà à baisser. Le pays était considéré comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest, et malheureusement cette réputation-là a été sabordée par les différentes sanctions que le pays a connues. Cependant, il y a quand même de bonnes nouvelles, c'est que depuis, il a repris du poil de la bête au niveau économique, et aujourd'hui, le Togo fait partie des rares pays au sein de la CEDEAO qui remplit les compteurs de convergence qui pourrait permettre de lancer la monnaie éco. Ce n'est pas rien. Partir d'aussi loin pour devenir l'une des meilleures économies de la zone de l'UEMOA et de la CEDEAO, ce n'est pas rien. Donc il faut raconter cette histoire. Mais les sanctions dont vous parlez ont été déclenchées pour encourager et aiguillonner le pays à plus de démocratie. Ça veut dire que les sanctions n'ont pas été inutiles. Je ne sais pas si du fait des sanctions, on a amélioré la qualité de l'économie, on a amélioré les résultats économiques du pays, mais ce qui est certain, c'est que le pays a eu besoin de puiser dans ses propres ressources, de faire du travail endogène pour son propre développement, et les résultats sont là, ça paye. C'est que le pays a aujourd'hui rempli les critères de convergence que la CEDEAO a fixé à ses membres, et c'est tant mieux. Mieux. Avec d'autres bons points. Premier réformateur en Afrique l'année dernière. Oui, par rapport au rapport Doing Business. Donc, Doing oui. Business, tout à fait. Donc, je crois qu'il y a de belles histoires à raconter. C'est ce que je vais m'appliquer à raconter dans le prochain livre qui suivra Togo, une démocratie en construction. Impatient de vous lire. Alors, on revient sur le sujet du jour, notamment le coup de temps en Guinée, mais quelle sera la suite? Mais je voudrais vous interroger d'abord sur le climat sociopolitique en Guinée avant ce fameux coup d'État. Il faut dire en un mot que le climat était très tendu. Le climat était tendu au moment de la révision de la Constitution, c'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle. Et puis il y a eu un calme très trompeur parce qu'il était inattendu. On avait l'impression que Alpha Condé, plus rien ne pouvait l'empêcher d'aller jusqu'au bout du mandat qu'il venait de se donner les moyens d'obtenir. Et donc ce calme-là était tellement trompeur que même la force spéciale qui a été créée pour lutter contre le terrorisme et qui était aussi utilisée pour réprimer les manifestations politiques, cette force-là s'est retournée contre lui, et ce sont les forces spéciales qu'il a mises en place et auxquelles il a donné toute sa confiance, qu'il a surarmé par rapport au reste de l'armée, et donc par rapport à la garde présidentielle. C'est cette armée-là qu'il a renversée, c'est cette unité qu'il a renversée. Mais pourquoi, après le troisième mandat, Alpha Condé n'a pas desserré les taux? Parce qu'on a assisté à l'arrestation d'opposants qui étaient jetés en prison.
Pourquoi n'a pas su à temps desserrer les taux? Alors, ceux qui sont allés en prison, ce sont ceux surtout qui ont manifesté contre le troisième mandat, contre la réforme pour permettre au président Alpha Condé d'être légalement capable de se présenter pour un troisième mandat. Ceux-là sont allés en prison. Les autres, comme par exemple Seloun Dalen Diallo, ont été assignés à résidence pratiquement. Ils ne pouvaient pas sortir du pays. Cela leur était interdit. D'autres ont réussi à s'enfuir avant. Ce sont eux aujourd'hui qui commencent à rentrer au pays pour prendre part à tout ce projet, à tout ce chantier de la transition qui s'ouvre. Mais de façon générale, je pense que les opposants avaient jeté l'éponge. Ils avaient été défaits. C'est d'ailleurs l'une des choses que dit le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Il dit, si je prends le pouvoir, c'est parce que vous avez échoué. Ça a plusieurs sens. Vous avez échoué. Vous avez échoué à renverser, à empêcher Alpha Condé de faire la réforme. Vous avez échoué à développer le pays. Vous avez échoué à consolider la démocratie en Guinée-Conakry. N'oubliez pas que quand Alpha Condé devient président en 2010, tout le monde dit que c'est l'année zéro de la démocratie dans son pays. Et si dans cette année zéro devient tout simplement zéro par rapport à tous les projets qu'il portait, à toutes les ambitions politiques et démocratiques qu'il incarnait, ça devient encore plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que les militaires aujourd'hui estiment quelque part qu'ils ont réussi là où les politiciens ont échoué. Ils ont empêché qu'il y ait ce troisième mandat et qu'il soit consommé jusqu'à son terme. Et bien, si on veut revisiter un peu le bilan d'Alpha Condé après 10-11 ans de pouvoir, a-t-il pu obtenir quelques résultats sur le plan politique, sur le plan de la gouvernance? Est-ce que ces 11 ans ont servi à quelque chose, à propulser la Guinée vers l'avant? Malheureusement, c'est un chantier qui est très important et qui sera balayé rapidement par la manière dont il est sorti. Il a réussi, et c'était l'une des choses qu'il disait en privé avant son renversement, il a réussi à donner une identité économique à ce pays-là. Il a réussi à bâtir quelques infrastructures qui auraient permis au pays de tirer de meilleurs avantages de ses ressources minières, des ressources qui sont les siennes, en plus des ressources minières et des ressources humaines. Donc, il a réussi cela, il a lancé de nombreux chantiers, notamment sur le plan des barrages hydroélectriques. La Guinée est considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée produit énormément de minerais qui devraient logiquement permettre au pays, vu sa taille et vu sa population, de s'en sortir mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Mais malheureusement, tout ça a été balayé par le bras de fer qui s'est instauré entre les différents politiciens. Mais avant même que le bras de fer ne s'instaure, il y a l'histoire de l'indépendance de la Guinée. C'est le premier pays sous ancienne colonie française à obtenir son indépendance. Et cela s'est fait dans un climat de grande violence par rapport à la France. La relation entre la France et la Guinée ont été très tendues du fait de ce divorce qui s'est fait dans la douleur. Les célèbres propos de Sékou Touré, qui préférait la liberté. Être debout dans la dignité plutôt qu'à genoux dans l'opulence. Donc c'était ça. Et donc ça fait que le général de Gaulle et la France ont accordé l'indépendance parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Le référendum allait dans ce sens-là. Et après, il y a eu des manœuvres de barbouzards qui ont permis à la France de torpiller le début, les premiers pas du pays, parce qu'on a retiré tous les coopérants qui étaient là. On a fabriqué des billets, de faux billets de banque pour inonder l'économie du pays. On a tenté des coups d'État. On a créé des coups d'État. Et donc, tout cela n'a pas permis que le pays se recentre sur son développement et trouve les ressources et les moyens de se développer sereinement. Et donc, après, il y a eu la période très difficile de Sékou Touré qui est devenu très dur, très rigide dans ses rapports à la population. Le Camboiro, avec tous les opposants qui sont allés, les mauvais souvenirs qu'il a inscrits dans la vie politique du pays. Donc tout cela n'a pas aidé. Et donc quand Sékou Touré meurt, c'est Lansana Conté qui prend le pouvoir. Quand Lansana Conté meurt, c'est un autre militaire, Moussa Dadis Camara, qui prend le pouvoir. Puis un autre militaire reprend le pouvoir après Moussa Dadis Camara, jusqu'à ce que l'élection soit organisée en 2010 et que pour la première fois, un civil, depuis Sékou Touré, regagne le pouvoir, le palais présidentiel en Guinée-Conakry. Donc l'histoire n'a pas du tout été simple et ce sont toutes ces années-là, de 1958 jusqu'à 2010, qu'il fallait réparer. Ce sont tous ces errements-là qu'il fallait corriger. Et malheureusement,
un mandat, voire deux, ne suffiront jamais pour le faire. C'est pourquoi j'estime que même avec cette transition, on peut attendre qu'elle dure 6 mois, on peut espérer qu'elle ne dépasse pas les 18 mois, mais elle ne réussira pas, de mon point de vue, à réparer toutes les fractures que la Guinée a connues depuis 1958 jusqu'à présent. Et l'une des plus importantes entre elles, c'est la fracture ethnique. Les Guinéens se définissent aujourd'hui plus par leur appartenance ethnique que par leur appartenance collective à la nation guinéenne, qui pour l'instant n'existe pas encore. Donc, en un mot, ça veut dire de votre siège d'observateur très averti que Alpha Condé, pour ne pas dire a échoué, n'a pas réussi non plus. Il n'a pas réussi et puis il ne s'est surtout pas donné les moyens de réussir parce qu'il représentait un espoir immense pour la Guinée d'abord, pour l'alternance de façon générale dans les oppositions. Il a été très longtemps opposant sous Lansana Conté, d'abord sous Sékou Touré, ensuite sous Lansana Conté et puis sous tous les autres régimes qui ont suivi. Donc le problème ici, c'est qu'il ne s'est pas donné les moyens. Il est devenu beaucoup trop rigide, beaucoup trop autoritaire pour être à l'écoute de son opposition, à l'écoute de son peuple et permettre que la douceur avec laquelle on pouvait réformer le pays puisse être au rendez-vous. Et donc tout ça a fait qu'il a davantage divisé le pays, davantage fragilisé son pouvoir et comme les politiciens ne pouvaient pas le renverser, l'armée estimait qu'elle pouvait jouer ce rôle. Il lui en a donné les moyens, elle l'a renversé. Donc le coup d'État contre Alpha Condé était dans une certaine mesure prévisible selon vous? On ne pouvait pas le prévoir dans le détail parce que je pense que si Alpha Condé sait qu'en nommant Mamadi Doumbouya, il va le renverser, il ne le nomme pas. Et s'il apprend après qu'il est en train de faire un coup d'État, d'ailleurs, il a été prévenu parce que Mamadi Doumbouya ne dépendait pas du ministère de la Défense. Il dépendait directement du président de la République. Et quand les sons de cloche qui montaient vers le président, tendant à lui faire comprendre que le coup d'État pourrait venir de cette unité spéciale, sont devenus très forts, je pense qu'il y a un mandat qui avait été lancé contre Mamadi Doumbouya et que c'est juste avant l'exécution de ce mandat qu'il a opéré son coup d'État. Donc, jusqu'à la dernière minute, le président Alpha Condé continuait de lui faire confiance parce qu'il estimait que c'était l'un des piliers de sa sécurité personnelle et puis de la sécurité du pays. Il continuait de lui faire confiance parce qu'il y a eu des bisbilles au point où Mamadi Doumbouya avait changé de quartier général. Oui, il avait changé de quartier général. Mais je veux dire... On ne l'a pas empêché d'avoir le commandement sur ces hommes, on ne l'a pas empêché d'avoir des armes beaucoup plus sophistiquées que celles de la garde présidentielle. Donc quand il est arrivé à Conakry, quand il est arrivé dans la zone du palais présidentiel, il pouvait les écraser tous puisqu'il était mieux armé qu'eux et que ses hommes étaient mieux entraînés que la garde présidentielle. Donc il n'a fait qu'une bouchée d'eux. Finalement, Alpha Condé est-il tombé dans son propre piège quand on sait que c'est lui-même qui a créé cette force spéciale en 2017-2018. C'est lui qui a fait ramener Mamadi Doumbouya de la Légion française. C'est lui qui a gouverné pendant 10 ans sans obtenir des bons résultats. Alors, je ne sais pas si on peut parler de piège. Ce qui est sûr, c'est que Mamadi Doumbouya faisait partie de la Légion étrangère française. Et je ne me souviens pas, je n'ai pas de détails sur la manière dont il est parti de la Légion étrangère française, mais il n'était plus légionnaire au sein de la Légion étrangère française. Cependant, il avait plaidé sa cause auprès du président Alpha Condé pour la constitution de cette force spéciale qui a été créée et dont la direction lui a été confiée. Donc le président lui a fait confiance par rapport à la sécurité du pays en général. Et quand le moment de la répression est venu, par rapport à cette question du troisième mandat, il lui a également fait confiance, même s'il ne l'a pas dit, je ne sais pas s'il le lui a dit ou pas, même s'il ne lui a pas demandé, c'est cette unité spéciale qui est montée au créneau pour disloquer les manifestations qui avaient lieu contre le troisième mandat de Alpha Condé. Donc, est-ce qu'il lui a fait confiance et qu'il a été trahi? Est-ce qu'il a été pris à son propre piège? Difficile à dire à l'heure actuelle. Ce qui est certain, c'est qu'il a placé une confiance beaucoup trop grande dans ces forces spéciales. Il a donné des moyens disproportionnés à cette force et il a été incapable de la contrôler. L'État, en général, a été incapable de contrôler ces forces et elles sont devenues un monstre qui a échappé à son créateur. Après le coup d'État, Alpha Condé aurait dit à des journalistes qu'il avait été dupé par des femmes. Est-ce que vous croyez d'ailleurs en ces propos?
Je ne sais pas. Je ne pourrais vous le dire. Peut-être que des femmes l'ont dupé, peut-être que c'est pas le cas. Je ne suis pas rentré dans le détail de sa vie privée pour pouvoir vous répondre là-dessus avec certitude. Mais dans cette tentation de troisième mandat, il me semble l'ancien président malien Konaré s'est confié Alpha Konaré s'est confié là-dessus. L'entourage joue beaucoup. Hein. Oui. Ça, là, sur l'entourage, oui, c'est certain que il y a le président Alpha Condé a divisé son entourage en deux. Ceux qui étaient pour qu'il continue et ceux qui n'étaient pas d'accord qu'il le fasse. Ceux qui n'étaient pas d'accord ont connu une période très difficile avant le passage à cette constitution qui lui a permis de briguer un nouveau mandat. Et ceux qui étaient favorables ont tout fait pour qu'il ne lâche pas ce pouvoir qu'il détenait et qu'il pouvait conserver afin que eux, ils conservent leurs avantages. Donc, de ce point de vue, oui, il a probablement été dupé par son entourage qui lui a fait croire qu'il pouvait passer sans difficulté et qu'il ne se passerait rien. D'ailleurs, ses pairs au sein de la CEDEAO ont milité pour qu'il mette les formes, au moins dans la manière de procéder. Il n'en a eu cure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au moment où le coup d'État se produit, le président Alpha Condé donne l'impression d'être quelqu'un de seul, malgré cet entourage qui l'a encouragé et qui l'a poussé à commettre une faute politique grave, qui le met sur la touche aujourd'hui. Mais que pensez-vous de ceux qui estiment qu'Alpha Condé est victime de son virage vis-à-vis de la France, qu'il devient de plus en plus panafricaniste? On écoute sur les réseaux sociaux certains de ses propos, de ses diatribes contre la colonisation. Est-ce que vous croyez... La politique est une science très compliquée. C'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le binaire où on est pro ou on est anti. En politique, on compose beaucoup. On est dans les nuances de gris, beaucoup plus que dans le noir ou le blanc. Et Alpha Condé n'a pas échappé à cela. N'oublions pas que dans sa vie estudiantine, le président Alpha Condé a été président de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et que de par cette période-là, de cette période-là, il a gardé un engagement panafricaniste très fort. C'était le président de tous les étudiants d'Afrique noire en France. Donc, quand on a vécu cela, on ne peut pas se dédire, on ne peut pas devenir autre chose que ce qu'on a été. Il est resté dans cette dynamique-là. Malheureusement, au-delà de cette dynamique panafricaniste-là, il a également eu un excès d'autorité, un autoritarisme qui fait que quand ses anciens pères, Edem Kodjo n'était plus vivant quand cela est arrivé, mais quand il lui parlait, ses pères, il estimait qu'il était leur grand frère. Il était leur président, avant même de devenir président de la Guinée, et qu'on ne parle pas à son grand frère comme ça. Donc, ça fait qu'il n'écoutait plus. Quand vous n'étiez plus d'accord avec lui, il sortait l'arme atomique qui est « je suis ton grand frère ». On ne parle pas comme ça à son grand frère. Et donc, tous les autres se taisaient. À un certain moment, c'est ce qu'il a perdu. Je pense qu'il n'a jamais perdu sa flamme panafricaniste. En revanche, il a perdu de la lucidité politique pour voir ce qui pouvait être une entrave à sa carrière politique, voire une faute grave, encore une fois, qui a terni son image à la fin de ce mandat, de cette première année du dernier mandat, du troisième mandat qu'il a obtenu. Y avait-il brouille entre lui et les réseaux france-africains? Je ne sais pas s'il y a eu des brouilles. Ce qui est sûr, c'est qu'il mettait l'accent ces derniers temps sur l'économie. Il se disait que sur le plan politique, peut-être qu'il n'apportera plus grand-chose. C'est peut-être un chantier qu'il a échoué, sur lequel il a échoué. Mais il se disait que sur le plan économique, il pouvait encore donner ses lettres de noblesse à la Guinée. Et donc, il axait tout son combat des dernières années sur l'économie. Créer des infrastructures, soutenir des économies, soutenir des entreprises, et puis aider à renégocier les contrats qui liaient les contrats miniers notamment. Et donc ça, c'était son dada. Il était en train d'y travailler et d'y travailler très sérieusement. Mais on ne peut pas déconnecter l'économie de la politique. Et quand on est président de la République, on doit allier les deux. Et donc malheureusement, il n'a pas réussi à faire entendre cet impératif économique qui était le sien, et il a échoué à associer la population à la démarche politique qui était la sienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant de gens que cela pour sortir et soutenir le fait que c'est le président élu et il doit aller jusqu'au bout de son mandat. Du fait que l'auteur du coup d'État, ou en tout cas le président de la force spéciale, Mamadi Doumbouya, a été légionnaire en France, a donné l'impression à certains que l'ancienne
puissance coloniale était derrière ce coup d'État? Est-ce que vous avez vu les mains de la France? Il est possible qu'il y ait les mains de la France derrière le coup d'État de Mamadi Doumbouya, mais très sincèrement, je pense que c'est insulter son intelligence que de penser qu'il n'est pas capable à lui tout seul de faire un coup d'État, de le réussir, surtout au regard des moyens dont il disposait et de la confiance aveugle que lui témoignait le président de la République. Je pense qu'il avait largement les moyens, sans la France, de faire son coup d'État. Après, il est possible qu'il ait obtenu ça ou là un soutien de la part de certaines personnes en France, mais je ne pense pas que l'État français, dans son intégralité, où certaines autorités françaises avaient à cœur de renverser le président Alpha Condé pour le remplacer par Mamadi Doumbouya. On avait commencé par avoir des doutes après une interview du président Emmanuel Macron, quand il mettait, en tout cas placé à géométrie variable, les troisième mandats ivoiriens et guinéens, qualifiant le troisième mandat de Alassane Ouattara de mandat nécessaire, alors qu'en Guinée, Alpha Condé n'en avait pas droit. Oui, mais on peut aussi comparer ça avec la situation au Tchad, où il est venu pratiquement adouber le fils de Idriss Déby Itno après la mort de celui-ci, pour lui accorder cette reconnaissance internationale d'un pays du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, qui est souvent utile quand on veut faire ses premiers pas sur la scène internationale. On peut aussi rappeler cela. Mais ce que je veux dire, c'est que comparaison n'est pas raison. Dans le cas des rapports entre la France et la Côte d'Ivoire, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé dans l'analyse de la situation en Côte d'Ivoire avec ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. La relation entre la Guinée et la France a toujours été tendue. N'oublions quand même pas que même si Alpha Condé est panafricaniste, il a fait toutes ses études en France, il a travaillé en France, il a vécu en France jusqu'à ce qu'il devienne président de la République en Guinée. Est-ce qu'on dirait que c'est la France qui l'a installé au pouvoir parce qu'il a vécu, il a étudié, il a travaillé là-bas? Non. Il a fait sa part du travail, il a eu l'aide de Bolloré, du groupe Bolloré, à travers certaines entreprises du groupe qui lui ont permis de gagner, mais ça n'a pas été le seul élément. S'il n'avait rien fait comme travail sur le terrain pour gagner, il n'aurait pas gagné. En revanche, vu qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a commencé à faire des choses, on s'attendait à ce qu'il incarne tous les espoirs que les Guinéens avaient placés en lui, qu'il incarne tous les espoirs que les férus, les personnes qui attendent la transition à la tête de nos pays, dans nos pays africains, attendaient de lui. Il n'a pas incarné cela. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a échoué dans ce qu'il voulait faire. Et malheureusement, comme ses prédécesseurs, comme Abdoulaye Wade au Sénégal, comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il est malheureusement sorti par la petite porte. On peut citer Mamadou Tandja aussi au Niger. L'euphorie qui a accompagné le coup d'État guinéen est-elle factice ou réelle selon vous? Non, je crois qu'il y a une grande partie de gens qui se disent enfin, on s'est débarrassé de Alpha Condé. On ne savait plus comment le faire. Le Front national de défense de la Constitution, par exemple, a été très seul sur le terrain pendant de nombreux mois pour manifester contre le changement de la Constitution. Les partis politiques n'ont pas été aux premières loges n'étaient pas dans les premiers rangs de ceux qui manifestaient contre cette réforme-là. Ceux qui n'étaient pas d'accord sont partis. On l'a vu avec certains opposants qui ont quitté le pays. D'autres sont restés, mais ils sont restés muets. Ils ont essayé de récupérer le mouvement. Ils n'y ont pas réussi. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on lise cela avec beaucoup de lucidité et d'humilité surtout. Est-ce que le vrai problème aujourd'hui, c'est de limiter les mandats ou d'avoir des dirigeants politiques dans lesquels on peut placer une confiance aveugle en sachant qu'ils ne sont là que pour servir le peuple et respecter la Constitution? Le vrai débat, il est là. Mais il se fait que servir pendant longtemps finit par créer des réseaux... Non, pas forcément. Qui encouragent la malgouvernance. Non, pas forcément. Encore une fois, quand vous prenez l'Allemagne de Angela Merkel, cela fait aujourd'hui 16 ans qu'elle est au pouvoir. Oui, mais là, les instruments de contre-pouvoir, les institutions de contre-pouvoir existent et fonctionnent. Exactement. C'est un pouvoir très encadré. Absolument. Ce qui n'est pas le cas dans les pays africains. C'est pourquoi il faut y travailler. Il y a un certain Barack Obama qui a dit qu'il faudrait des institutions fortes et pas des hommes forts. Il faut aujourd'hui des institutions fortes. Donc en attendant ces institutions fortes, la limitation du mandat, est-ce que ça ne peut pas régler certains problèmes? Non, ça ne règle pas le problème parce que on est juste dans
la volonté de faire qu'un maximum de personnes puissent tenter leur expérience à la tête de l'État. Ce n'est pas suffisant. C'est comme sur le fichier électoral qu'on nous brandit toujours pour dire il n'est pas adapté, il n'est pas complet, le recensement ne s'est pas fait dans de bonnes conditions. Mais si l'état civil, c'est-à-dire la fondation même du recensement, n'est pas bon, comment voulez-vous que le fichier électoral soit meilleur que l'état civil du pays? Donc je pense qu'il y a des étapes à respecter dans chacun de ces combats. Bien sûr que si à un certain moment nous estimons qu'il est important de limiter les mandats, faisons-le. Mais tenons-nous à cela. Faisons en sorte que ce soit notre volonté et que ce soit notre combat pour que cette alternance soit respectée. Aux États-Unis, ils en ont décidé ainsi. Personne ne peut empêcher que ça se passe ainsi. C'est même de façon tacite qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire que vous faites 2 mandats et vous partez. Mais pourquoi ce rétropédalage en Afrique? Dans les années 90, il y a eu l'euphorie de la démocratie et progressivement... Imposé de l'extérieur. Parce que quand vous regardez la manière dont ça s'est passé, il y a d'abord eu la chute du mur de Berlin en 1989. Il y a eu le vent de l'Est qui a renversé le mur de Berlin. Puis il y a eu le discours de La Baule qui a suivi et qui a fait que dans la plupart de nos pays francophones, pour ne nous en tenir qu'aux pays de la zone linguistique que nous connaissons, dans les pays d'Afrique francophone, on est allé à la démocratie à pas forcer. Et donc, ce n'était pas quelque chose que nous exigeons de cette manière-là. On nous a dit, si vous vous démocratisez, nous vous aiderons plus sur le plan financier. Nous nous sommes démocratisés, peu ou prou. Il y a eu la dévaluation du franc CFA, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Il y a eu les conférences nationales qui souvent ont duré très longtemps. On ne nous a pas dédommagés pour cela. Il y a eu les programmes d'ajustement structurel avant. Il n'y a rien eu qui a permis qu'au niveau des pays africains, en plus de la démocratisation, on ait le dividende socio-économique qui devait l'accompagner. Et donc, si vous n'avez pas ce dividende-là, vous vous plantez. Vous ne pouvez pas faire de la politique avec la misère, en restant dans la misère. La plupart de nos pays sont encore des pays pauvres, très endettés, même si on a annulé la dette de la plupart d'entre eux et qu'ils ont réussi, à travers les différents programmes d'ajustement structurel, à devenir des pays pauvres très endettés, moins endettés, dont la dette sert au développement du pays. On reste encore très pauvre et très encadré par l'extérieur. Il faut qu'on arrive un peu comme la Chine à définir ce qui est important pour nous. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire qu'il y a une dictature en Chine? Est-ce que la Chine est aujourd'hui le pays le moins développé du monde? Non. Les critères que remplit la Chine correspondent à son histoire. Pourtant, la Chine aussi a été colonisée, a été dépecée et a été balkanisée par les puissances européennes. Donc, il est important aujourd'hui pour l'Afrique d'apprendre à exister par elle-même, au-delà des injonctions qui peuvent venir de l'ONU, de l'Union européenne ou des pays européens occidentaux de façon générale. Il faut que l'Afrique définisse aujourd'hui son agenda de développement et s'en tienne à cet agenda. Nous voulons des chefs qui sont des rois. Faisons les rois. Si nous voulons des chefs qui sont présidents avec une durée de pouvoir limitée, faisons-le, mais ne le faisons pas sous l'injonction de qui que ce soit, parce que ce sera une greffe, et une greffe, il y a toujours une chance sur 2 qu'elle ne prenne pas. Et finalement, avec la résilience des coups d'État en Afrique de l'Ouest, on peut dire que la démocratie assiste à un nivellement par le bas. L'Afrique de l'Ouest finit par prendre le chemin de l'Afrique centrale. Vous voulez dire qu'en Afrique centrale, il n'y a pas de démocratie? Non, je ne vais pas jouer à ça. Non, je crois qu'il y a aujourd'hui en Afrique une déconnexion entre les élites politiques et leur population. Les politiciens ont l'impression que ce que les gens veulent, ce sont des messies, des hommes providentiels. Les gens ne veulent pas un homme providentiel. Ils veulent quelqu'un qui résout leurs problèmes. Quand j'ai un problème d'accès à l'eau, quand j'ai un problème d'accès à l'électricité, quand j'ai un problème de santé, quand j'ai un problème de fin de mois difficile, je voudrais que le politicien, qu'il s'agisse du maire, qu'il s'agisse du député, qu'il s'agisse du ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président de la République, je voudrais qu'il apporte une solution à mon problème. Et quand il n'apporte pas cette solution, il racontera tout ce qu'il voudra. Je n'aurai pas d'oreille pour lui. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et la faim, c'est pas que la faim de nourriture. On a faim de beaucoup d'autres choses encore. Et donc, tant qu'on ne remplit pas cela, qu'on soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, on est en déconnexion par rapport à sa population. Et il faut que nos dirigeants apprennent à être en phase avec leur population, même si à l'extérieur, cela paraît relever du populisme, relever de la dictature. Ce n'est pas grave. Ce sont les populations qui vous élisent. Ce sont elles qui vous font président de la République ou député. Et donc, ce sont elles que vous devez servir en premier. Que les autres soient contents ou pas, à la rigueur, ça ne change rien.
Donc, il est important aujourd'hui que nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient, se remettent en phase avec leur population pour faire des programmes. Quel est le baromètre pour savoir si le président est en phase avec la population? C'est déjà de voir comment il accueille leur doléance, c'est de voir comment il fait pour ne pas satisfaire tout le monde, parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais faire en sorte que à chaque moment, à chaque année, on sente qu'il y a une évolution dans la qualité de vie. S'il n'y a pas d'évolution dans la qualité de vie, ça se voit très vite. S'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas d'hôpitaux, on le sent très rapidement. Si vous êtes incapable d'assumer vos charges alors que vous travaillez, c'est qu'il y a un problème. Et donc ça doit être résolu politiquement. On crée un cadre pour résoudre ces problèmes-là. C'est pas le président qui viendra dire à un chef d'entreprise, payez vos salariés 100 000 ou 200 000 par mois. En revanche, il doit créer des incitations et créer le cadre pour que les salariés puissent négocier sereinement avec leur employeur afin d'obtenir tout ce qu'ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin pour se sentir à l'aise dans leur travail et donc avoir un meilleur rendement. J'ai envie de prendre un cas pratique. Biya est-il en phase avec la population camerounaise? Non. Non. Paul Biya n'est pas... La première fois, je vous vois donner une réponse nette, sans va-vue. Oui, parce que c'est pas le cas. Ça nuance. Non, je ne peux pas nuancer par rapport au président Biya parce que... Parce qu'il a duré au pouvoir. Encore une fois, mon critère, c'est pas la durée au pouvoir et ce n'est même pas l'âge. Le président Biya pourrait avoir 125 ans aujourd'hui. Il pourrait être au pouvoir depuis 70 ans. Ça ne me poserait pas de problème s'il était en phase avec la population, en phase avec les impératifs de développement et de bien-être de la population camerounaise. Ce n'est pas le cas. Mais comment arrive-t-il à se faire réélire régulièrement? Ça, c'est le secret du chef. Finalement, pour reparler de la Guinée, est-ce qu'on peut parler d'un bon coup d'État? Le chef de l'opposition, c'est Dalin Diallo, a parlé d'un coup d'État bienvenu. Oui, oui, c'est... Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Tout au moins, le coup d'État aura permis qu'il sorte de son isolement. Exactement, ça lui permet à lui de sortir de l'isolement, ça permet à ses militants qui ont manifesté contre le 3e mandat de sortir de prison, ça ouvre le champ politique pour que, à la prochaine élection, éventuellement, s'il ne perd pas des points, qu'il devienne président de la République. Il ne va pas dire le contraire. Aujourd'hui, en plus, aller contre la junte au pouvoir, j'aime pas beaucoup ce terme, mais aller contre les nouvelles autorités, c'est s'ouvrir très tranquillement la voie de la prison. Donc, il ne va pas dire autre chose que ce qu'il a déclaré. Peut-il y avoir de bons... Non, il n'y a pas de bon coup d'État en démocratie? Non. Définitivement, un coup d'État n'est pas une bonne chose. Surtout un coup d'État militaire, parce que qu'est-ce qui rend un militaire plus légitime à prendre le pouvoir et à défendre les intérêts du peuple plus qu'un mécanicien ou un chauffeur de taxi? Je ne vois pas ce qui le rend plus légitime, le militaire. Donc, mais ça sert à mettre fin quand même à une hémorragie. Oui, mais est-ce qu'on a eu besoin d'un coup d'État pour renverser Blaise Compaoré au Burkina Faso? Il n'y a pas eu de coup d'État. C'est un coup d'État populaire. Oui, c'est un coup d'État populaire. Là, en revanche, je suis en phase avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'une des difficultés que l'on a. On a voulu mettre le Burkina sous sanction. Il a expliqué qu'il n'y avait pas eu de coup d'État, que c'était un soulèvement populaire qui avait débouché sur la fuite du président et sa chute. Oui, mais au Mali, il y a eu la même chose. Non, c'était pas la même chose. Non, conclusion d'une insurrection par l'armée. Oui, c'est l'armée qui a donné le coup de tocsin, qui a fait tomber le président. Il l'a obligé à démissionner. Là, en revanche, ça a été assumé complètement. Vous prenez l'Égypte, qui était dans le même schéma. Il y a eu un coup d'État, mais les militaires ont dit, ce n'est pas nous qui avons fait tomber le président. Il y a eu un soulèvement populaire. Il est tombé et nous, on a pris le pouvoir, qui était par terre. Donc, on n'a pas fait un coup d'État. Donc, pour l'Union africaine aujourd'hui, il y a un vrai enjeu qui est celui de définir ce que c'est qu'un coup d'État. Parce que qu'est-ce qui rend un coup d'État militaire, par exemple, ou un coup d'État issu d'un soulèvement populaire moins grave qu'une révision constitutionnelle opportune qui permet à un président en exercice d'allonger son mandat à la tête de l'État? Qu'est-ce qui fait que l'un des deux est plus grave que l'autre? Parce que quand on dit en Guinée ou au Mali qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel, mais de quelle constitution on parle? Celle qui a été modifiée au forceps ou celle on a eu du mal à retrouver la bonne copie, Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine devrait
se montrer un peu plus fine dans l'analyse de ce qu'elle condamne comme des coups d'État. Ça ne suffit plus aujourd'hui. On est devant des cas de figure beaucoup plus complexes que ceux des années 80 qu'il faut analyser avec toute la finesse qui accompagne ces phénomènes-là, parce que le monde a changé, notre analyse devrait changer et les solutions que nous apportons aux problèmes devraient être beaucoup plus innovantes que ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais Louis Magoula Kemayo, si je reste collé à votre ancienne grille de lecture, vous auriez dû dire que le coup d'État en Guinée était un bon coup d'État parce que la junte ou les nouvelles autorités semblent être en phase avec la population. Avec quelle population? La population guinéenne. Vous avez entendu ceux qui disent que c'est un coup d'État et qu'il faudrait remettre Alpha Condé au pouvoir. Ceux-là aussi existent. Moi, j'ai vu des Guinéens manifester à l'aéroport aujourd'hui contre la CEDEAO. Dans la seconde partie de cette émission, on parlera justement de la CEDEAO et de ses sanctions, mais j'ai vu des milliers de jeunes se mobiliser spontanément pour aller crier haro sur le baudet, CEDEAO. Encore une fois, dire autre chose aujourd'hui en Guinée, c'est s'exposer, c'est s'ouvrir très gentiment à la porte de la prison. Vous faites autre chose, vous êtes en dehors de la légalité et vous allez en prison. C'est ce que tout le monde a compris en Guinée. Où on se tait, où on fait comme on a dit. Justement, on peut se taire. On peut se taire. Et donc, je pense que c'est cette majorité de ce coup d'État. Ouais. Et c'est ce que fait cette partie de la population. Je ne vais pas dire si c'est une majorité ou pas. Je n'ai pas mesuré pour le savoir, mais il y a une partie de la population qui continue de penser que la légitimité est incarnée par le président Alpha Condé et qu'on devrait lui rendre le pouvoir. Est-ce que cela rend le coup d'État plus légitime qu'il ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu la révision de la Constitution? Moi, je crois que c'est pas ainsi qu'on procède. Ce sont ces mêmes forces spéciales qui ont réprimé les manifestants qui manifestaient contre la révision de la Constitution. Sur ordre de leurs supérieurs. Ordre ou pas, ils devraient faire leur mea culpa d'abord. Ils ne l'ont pas fait, ce mea culpa. Pour l'instant, ils rassemblent les gens et ils leur expliquent que ce sont eux qui ont raison. C'est parce qu'ils ont échoué qu'eux, ils ont été obligés de prendre leurs responsabilités. Mais faut pas se cacher derrière les responsabilités. Mais que pourraient faire les forces spéciales? Refuser de contenir les manifestants si le président vous le demande? Mais est-ce que le président leur a demandé de le renverser? Le président ne leur a pas demandé. Pourtant, ils l'ont fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces militaires-là, certes, ils règlent une équation politique qui devenait inextricable, mais cela ne fait pas que le coup d'État qu'ils ont opéré devient légitime. Un coup d'État reste un coup d'État, c'est-à-dire une entorse aux règles de fonctionnement d'un État qui se veut démocratique. Il faut un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Voilà les trois pouvoirs qui sont reconnus. L'armée est là pour défendre le pays contre toute agression extérieure. Quand il commence à réprimer les manifestants, il n'est plus dans son contrat. Quand il renverse le président, il est encore moins dans son mandat. Voilà. Et puis, est-ce que c'est bienséant de faire intervenir une force spéciale pour contrer des manifestations civiles? Non, ce n'est pas normal. Quel que soit le pays où on est, on ne le fait pas. Il y a des gendarmes qui sont formés pour cela. Ils sont un peu militaires. Il y a les policiers d'abord, parce que c'est de l'ordre public, c'est pas la sécurité. Donc, si on est dans l'ordre public, il faut confier cela aux personnes qui sont investies de la mission de faire respecter l'ordre public. Ce sont les policiers. Et dans les pays où il y a la gendarmerie, ce sont les gendarmes ou les policiers et les gendarmes qui s'en occupent. Je voudrais qu'on termine cette première partie avec le sort de l'ancien président Alpha Condé. Que faire de lui? Lui et ses anciens dignitaires, pour le moment, Alpha Condé, lui, il est bien gardé. Oui, certains certains chefs d'État militent pour qu'il soit libre, qu'il soit libéré. Le président Félix Tshisekedi de la RDC, qui préside également l'Union africaine, a demandé qu'il soit libéré et qu'il vienne en RDC, en exil. Je ne sais pas s'il obtiendra gain de cause, mais une chose est sûre, c'est que le président Alpha Condé, si on a des reproches à lui faire, il faudrait que la justice se saisisse du dossier et que ce soit à travers la justice que les comptes soient réglés. Quand on commence à se faire justice soi-même, comme les militaires l'ont fait, ce n'est jamais bon pour la démocratie. Oui, mais avant que la justice se saisisse du dossier, il faut qu'il soit en lieu sûr. Il est en lieu sûr. Je crois qu'il est en lieu sûr. Oui, mais justement, donc, un résident surveillé. Il est en résidence surveillée, comme l'était Cellou Dalein Diallo jusqu'à sa chute. Il est en lieu sûr, oui. Donc, vous pensez qu'il doit être gardé? Je crois qu'il doit être respecté en tant qu'ancien chef d'État.
S'il a besoin de voyager, on ne devrait pas l'empêcher de le faire. S'il veut rester dans son pays, il a le droit, il est guinéen. Mais il y a quand même un risque sur le plan de sa sécurité qu'il reste là, parce qu'il n'est pas exclu qu'un élément incontrôlé veuille attenter à sa vie. Donc, je crois que ce qui serait bien, c'est qu'il soit en lieu sûr et qu'il soit libre de ses mouvements. S'il veut se déplacer pour se faire soigner, qu'on lui permette de se déplacer. Si l'un de ses homologues veut le recevoir, il faudrait qu'il puisse faire le déplacement. Et s'il veut juste aller se reposer quelque part, que cela lui soit accordé. Et certains Guinéens pensent qu'Alpha Condé et ses ministres doivent répondre de leur gestion du pays. Donc ça suppose que la justice doit faire son travail. Oui, la justice doit faire son travail, définitivement. Moi, je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut jeter l'enfant avec l'eau du bain parce que toutes les saletés et le bébé se valent. C'est pas possible. Il faudrait que la justice fonctionne, que les gens rendent des comptes, mais qu'ils le fassent dans un cadre qui soit accepté par tout le monde. L'impératif ici, c'est pas juste de mettre des gens en prison, c'est aussi de récupérer l'argent qui a été détourné pour le réinjecter dans l'économie du pays qui en a besoin. Donc si l'enjeu ici, c'est d'arriver à faire rendre gorge, comme on dit vulgairement, et que le président ainsi que tous ceux qui ont pillé, si cela est avéré, l'économie du pays, rendent l'argent qu'ils ont volé, je pense que c'est sain, parce que les biens mal acquis, la France les a confisqués pour certains pays, la Suisse en a gardé également, ils commencent à les rendre progressivement aux pays qui sont concernés. Il faudrait qu'au niveau de nos pays, on prenne cela en charge, qu'on n'attende pas que ce soit une banque en Suisse ou un pays comme la France qui disent l'argent de vos dirigeants se trouve chez nous et on va l'utiliser, on va le garder en attendant d'avoir des autorités sûres pour vous les rendre. Nous devrions nous-mêmes déjà engager les discussions dans ce sens et aménager tout ce qu'il faut pour que cet argent revienne dans le circuit de nos pays, parce que nous en avons besoin. Ce sont des devises la plupart du temps qui sont expatriées dans les paradis fiscaux, dans les pays occidentaux. Et donc, si ça revient dans nos économies, ça ne peut être qu'un bol d'air pour ces économies qui sont en grande difficulté. Mais lâcher les taureaux de la justice contre les anciens dignitaires, les fidèles de Alpha Condé, est-ce que ça va ressembler à une chasse aux sorcières dans le contexte actuel? Non, ça ne peut pas être une chasse aux sorcières. C'est même, comment dire, je crois que la Guinée... Je ne vais pas parler de la CEDEAO, parce que si on y associe la CEDEAO, certains estimeront qu'on est en train de faire perdre sa souveraineté à la Guinée et qu'il faut laisser les Guinéens régler leurs problèmes entre eux. Mais il faudrait que la Guinée s'appuie sur des institutions qui lui permettent aujourd'hui de dire le droit sans que cela soit contesté. Et même si c'est contesté, parce qu'il y aura toujours des contestations, il faudrait que les canons aient été respectés. Et je crois que cela passe par une justice irréprochable. Il faudra trouver et donner du pouvoir aux juges pour qu'ils rendent la justice, non pas des vainqueurs, mais la justice populaire, la justice nationale qui permet à l'État de rentrer dans ses droits, qui permet à l'État de réparer les préjudices qui ont été commis à son endroit. Et l'État, c'est tout le monde, c'est les citoyens lambda. Quand vous volez de l'argent au ministère, par exemple de l'énergie, vous ne volez pas que l'argent du ministère, vous volez de l'argent qui aurait pu servir à construire une école, à faire des adductions d'eau, à créer de l'électricité, à créer des hôpitaux. Donc c'est tout cela qu'il faut réparer. Mais si on le fait juste en disant, telle personne l'a fait, on la met en prison, et après on verra si on peut récupérer l'argent ou pas, je trouve que déjà là, on n'est pas dans l'efficacité, on est dans les règlements de compte. Oui. Si on se lance sur cette piste-là, est-ce que vous pensez que la Guinée a les institutions aujourd'hui pour pouvoir juger les anciens dignitaires? Elle n'a peut-être pas les institutions, mais je crois qu'elle a les hommes pour ça. Et aucune justice n'est parfaite. Que ce soit la justice de Guinée, la justice de France, celle du Togo, aucune justice n'est parfaite. Nous ne sommes que des êtres humains, donc il y aura toujours des limites dans la qualité de notre travail, mais il faut commencer ce travail-là. On l'améliorera au fur et à mesure, mais il faut faire confiance à nos juges, et je pense qu'ils ne sont pas les moins bien formés du continent africain. Donc faisons leur confiance, faisons en sorte qu'ils fassent leur travail correctement, et qu'on convoque le esprit patriotique pour faire les choses au-delà de tous les clivages ethniques et politiques qu'il peut y avoir au sein de cette justice.
Est-ce que la libération de Alpha Condé ne peut pas être source d'insécurité pour les nouvelles autorités? Parce qu'Alpha Condé, vous le connaissez, avec son tempérament, c'est un baroudeur. Alpha Condé, est-ce que libre, il ne peut pas tenter un contre-coup d'État? Non, je crois que quand vous voyez déjà dans quel état il se trouvait au moment du coup d'État, les images très déshonorantes qu'on a montrées de lui ne sont pas celles d'un homme qui va repartir à l'abordage pour renverser les militaires qui lui ont fait perdre le pouvoir. Je ne pense pas. Je pense que l'avenir politique du président Alpha Condé est derrière lui. Il sait que son tour est passé et que désormais il doit passer à autre chose. Donc je ne crois pas qu'il représente une menace aujourd'hui pour la stabilité de la Guinée ou pour les autorités de transition qui sont normalement là pour durer le temps de la transition seulement. Non, je ne crois pas qu'il représente... Peut-être ne faudrait-il pas aller trop vite en besogne. Il a de l'énergie. Il se dit qu'il a même tenté une grève de la faim. Il a refusé de démissionner. Ça veut dire qu'il tient encore il a un combat encore à faire. Non, c'est le combat de la dignité. C'est-à-dire, il veut pas tout servir à ceux qui l'ont renversé. Accepter de démissionner, c'est signer son échec. Et je crois qu'il a encore un peu de fierté de ce point de vue-là, même si on ne l'a pas beaucoup vu quand il était filmé dans son salon. Il y a encore un peu de fierté qui fait qu'il veut pas être humilié au-delà de ce qu'il considère lui comme le seuil d'acceptation de l'humiliation. Alpha Condé, en un mot, que retenez-vous de lui si on doit écrire son film, si on doit écrire un livre sur Alpha Condé, que doit-on dire? On va dire que c'est un astre. Il est arrivé avec beaucoup d'espoir. On s'attendait à ce qu'il nous apporte le Messie, qu'il nous apporte une démocratie, qu'il instaure en Guinée une démocratie durable, ou du moins qu'il permette au pays de se mettre sur cette route-là, un peu comme l'a fait Nelson Mandela en Afrique du Sud. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Tous les espoirs qu'on a placés en lui et qui étaient légitimes au moment où on les plaçait ont été déçus. Il est devenu l'ombre de lui-même. Il est devenu la caricature de ce que lui-même il a combattu pendant toute sa vie d'homme politique. Et c'est ça qui est la grosse déception. C'est une vraie déception. Je vous propose donc ce titre, Alpha Condé, la déception. Oui. Lui, Magoula Kemayo, nous allons marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous reprenons le plateau dans une dizaine de minutes pour évaluer les premiers pas de Mamadi Doumbouya, qui dirige désormais la Guinée. Nous évoquerons également les sanctions ciblées de la CEDEAO contre les nouvelles autorités guinéennes. Et puis, dans quelles conditions une transition réussie peut être amorcée à Conakry. Nous reparlons de tous ces sujets dans une dizaine de minutes. À tout de suite pour la suite.